Donc nous avons débuté en classe le thème AB avec le chapitre 2, les caractéristiques du domaine continental correspondant au chapitre 6 de votre livre. Et nous sommes intéressés tout d'abord au rappel concernant la croûte continentale avec les définitions de lithosphère, de manteau, etc. Et nous nous sommes intéressés ensuite à la profondeur du mot. Alors, je n'ai toujours pas réussi à accéder à ce SIG. J'espère que vous y arriverez. Mais c'est ce document-là qui nous intéresse dans ce document 1 de la page 126, puisqu'il nous montre la distribution bimodale des altitudes, relief positif avec des altitudes positives bien sûr, et relief négatif avec une altitude moyenne que je n'avais pas notée qui est de moins 3700 mètres et une altitude la plus fréquente de moins 4008. Toujours concernant cette profondeur du mot, elle est connue grâce à l'augmentation de la propagation des vitesses des ondes sismiques, ce qui nous donne au niveau du globe les océans qui sont au maximum à une profondeur de 10 km, allez, un mot à une profondeur de 10 km. Par contre, les continents, jusqu'à 60 km globalement, et même jusqu'à 70 km ponctuellement au sein d'une chaîne de montagnes comme les Andes ou l'Himalaya. Alors pourquoi la croûte est-elle plus épaisse sous les continents? On a juste abordé l'idée d'isostasie qui a été lancée par un Français, Pierre Bouguer, qui a mis en évidence des anomalies de gravité ou anomalies de la pesanteur en se baladant, entre guillemets scientifiquement parlant, au niveau des Andes. D'autres scientifiques ont émis les mêmes hypothèses, ont fait la même remarque et ont émis de ce fait des hypothèses. Alors Pratt, il s'agissait notamment de l'Himalaya. Donc lui, il a supposé que les continents étaient formés de masses rocheuses de densités différentes qui surmontaient une enveloppe rocheuse encore plus dense, ρ5 supérieur à ρ4, ρ1, etc. Par contre, Airy a lui supposé que toute la croûte continentale avait la même densité et qu'en dessous, on avait la densité du manteau qui était uniforme et plus élevée que la densité de la croûte continentale. Ce qui faisait pour le modèle de Pratt une surface de compensation à la base de chacune à la base de la croûte est linéaire, alors que dans l'hypothèse d'Airy, la surface de compensation est au niveau de la partie la plus élevée, les sommets les plus élevés. Alors vous allez avoir en TP à valider un des deux modèles grâce à deux choses. Le logiciel Airy, qui vous laisse quand même déjà penser que, et un modèle analogique de même type que celui-ci qui est dans votre livre à la page 125, qui est fait là avec des morceaux de bois. Nous, ce sont des morceaux de plastique, mais le résultat sera le même. Pour le logiciel Airy, quelques indications ici que je vous invite à copier ou à imprimer et une aide à la résolution. Ce qui amène à la notion 9, au relief positif qu'est la chaîne de montagne, répond en profondeur une importante racine crustale. Et on verra avec Google Earth que la racine, il faut même changer d'échelle si on veut que ça tienne sur une même feuille. Notion 10, la lithosphère est en équilibre, c'est-à-dire en équilibre isostatique sur la sténosphère. Au passage, je vous invite à aller voir la définition de l'isostasie sur mon site par exemple. Sur le site de Futurascience, vous trouverez également une définition agrémentée des deux modèles de Pratt et Airy qui est intéressante. Ce qui va amener à se poser la question, comment la lithosphère continentale
fait-elle en fait pour flotter en quelque sorte sur la sténosphère. L'idée qu'avait déjà Wegener il y a plus de 100 ans. Ce qui nous amène au grand 2, la composition de la croûte. On ne peut imaginer une croûte qui flotte que par une composition des roches et donc une densité différente, donc une composition différente. Alors pour cela, en TP d'AP, vous allez mesurer la densité des deux roches les plus représentées dans la croûte continentale, le granit et le gneiss. Ici, les données de votre livre ne concernent que le granit, mais le gneiss, on vous dit, a la même composition chimique que le granit, et donc la même densité. Et par opposition, nous comparerons les roches de la croûte océanique, basalte et gabbro. Ce qui amènera à la notion 11, les différences d'altitude moyenne entre les continents et les océans s'expliquent par des différences crustales, c'est-à-dire des différences au niveau de la croûte. Différences de densité, différences de composition. La croûte continentale, principalement formée de roches voisines du granit, est d'une épaisseur plus grande et d'une densité plus faible que la croûte océanique. Donc deux croûtes différentes dans leur composition et leur épaisseur. Qu'en est-il de leur âge? Ce qui va nous amener au grand 3, l'âge de la croûte. Eh bien tout d'abord, comment mesure-t-on l'âge des roches? Il y a plusieurs façons, dont la radiochronologie qui nous intéresse ici. Alors c'est un procédé physique qui en fait se base sur un élément chimique que l'on va appeler l'élément pair, qui est un isotope radioactif d'un élément chimique connu, exemple le carbone 14, dont vous avez sûrement déjà entendu parler pour dater. Cet élément chimique, comme c'est un isotope, il n'est pas stable, il va se désintégrer en un élément fils. Pour le carbone 14, c'est en azote 14, et cela prend un certain temps. Eh bien, c'est ce temps qui va nous intéresser. Alors, vous avez un logiciel que je vous invite à installer chez vous, puisque c'est un logiciel gratuit qui s'appelle Radiochronologie, qui va vous expliquer pour différents isotopes comment, à partir de l'élément pair qui on est ici en fin d'évolution, l'élément pair c'était l'élément représenté en rouge à peu près, et l'élément fils, l'élément vert, et bien comment, en combien de temps et comment l'élément pair va se transformer en élément fils. Donc cette évolution suit une courbe exponentielle, et donc le logiciel vous donne très simplement le nombre d'années en ayant des données concernant cette évolution. Il y a des explications pour la datation au carbone 14, pour la datation au potassium-argon, et celle qui nous intéresse dans notre cours, la datation rubidium-strontium. Donc vous devez connaître ces initiales et leur signification. Donc on vous explique ici très rapidement cette méthode. C'est la transformation de l'isotope 87 du rubidium, donc le rubidium avec un 87 en haut à gauche, en isotope 87 du strontium, qui lui est stable, comme toujours, lors d'une désintégration. Par malheur, il y a un élément qui doit servir de référence dans cette transformation, qui est le strontium 86. Lui, il n'est pas radiogénique, donc il est stable, et il nous sert de référence. On va faire des mesures sur plusieurs minéraux d'une même roche, ou plusieurs échantillons de la même roche.
On va placer les résultats dans un repère XY, où X, c'est le rapport rubidium 87 sur strontium 87, donc l'élément de départ divisé par l'élément stable de référence, et en Y, le rapport strontium 87, donc l'élément fils, par rapport toujours à notre élément de référence. Donc ça, vous devez connaître. Vous devez savoir ce que l'on met en abscisse et en ordonnée. Si on obtient une droite à partir de différents minéraux de la même roche, la méthode peut être appliquée. Donc si vous n'obtenez pas une droite, c'est qu'on ne peut pas appliquer la méthode dans ce cas-là. La pente de la droite va permettre de mesurer le temps écoulé. Donc le A de l'équation y égale ax plus b, le A correspondra au temps qui nous intéresse. Vous avez ici l'évolution des éléments, rubidium 87, strontium 87 et la référence strontium 86, l'isotope qui est stable. Donc, vous avez une évolution et vous avez ici 3 minéraux qui ont été testés et le logiciel permet de déplacer cette droite plus ou moins vers le haut et vous allez voir le temps évoluer en conséquence. D'où la notion 12, la radiochronologie des roches est fondée sur la décroissance radioactive naturelle de certains éléments chimiques présents dans les minéraux qui les constituent. Donc bien sûr, il faut que ce soit un minéral qui contient à la base du rubidium. Mais c'est le cas des roches âgées de la croûte qui nous intéresse. Application. Vous avez ce document à la page 128 de votre livre. On a ici fait la mesure sur 3 minéraux d'un premier granit, ici sur 3 minéraux d'un autre granit, et vous voyez que la pente n'est pas la même. La pente de ce granit est plus forte que la pente de celui-ci, donc ce granit est plus âgé que celui-ci. En TP, vous allez déterminer l'âge du granit d'Atis, qui est aussi l'objet d'étude dans votre livre à la page 129, en utilisant OpenOffice Calc et en pouvant vérifier avec le logiciel radiochronologie. Alors, ces datations ont permis de dater les croûtes du globe entier et on constate que l'âge de la croûte océanique que vous avez coloriée l'année dernière n'excède jamais 200 millions d'années, c'est le maximum que l'on trouve sur Terre, alors que la croûte continentale date par endroits de plus de 4 giga-années. Donc ce sont les roches les plus anciennes qui ne sont pas visibles sur ce document parce que là on est à une échelle très globale. Les plus anciennes ici sont de 1,7 à 3,8 giga-années, ce qui fait quand même presque les 4 milliards d'années en question. Ce qui va nous amener à poser la question comment expliquer ces caractéristiques, les 3 points que l'on a vus que vous pouvez reprendre ici, dans les chaînes de montagne. Ce sera l'objet du chapitre 2. Merci de votre attention. Ce diaporama est donc terminé. Je vous passe toutefois la conclusion de l'Académie en ligne que j'ai trouvé bien sur ce chapitre. Et donc, vous pouvez vous en inspirer pour votre fiche de révision. C'est assez intéressant, même si on n'a pas toutes les méthodes associées.